Matryoshka. Daniel Kaplan, peut-être parce qu'on arrive à la fin de notre temps d'échange ensemble, mais par rapport à la salle qui se trouve en face de nous, sur ce travail de recherche que vous menez, sur cette idée de justement essayer de décloisonner les imaginaires, il y a des méthodes que vous mettez en place, il y a des travaux, des groupes de travail que vous construisez. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez partager pour aider chacun, donner des petites graines pour que chacun puisse derrière penser et trouver des moyens pour penser autrement? Il n'y a pas de méthode miracle, mais... non, mais ça, j'ai compris de tout, mais bon, je pose... Mais peut-être, on commence toujours par une chose. On demande aux personnes qui viennent et qui sont, par exemple, des personnes en entreprise, donc pragmatiques, et qui souvent d'ailleurs se glorifient, on l'a fait avec des politiques, hein. Beaucoup de politiques actuellement se glorifient de dire moi je suis pragmatique, je ne fais pas d'idéologie, je n'ai pas d'imagination. Je me dis pourquoi tu fais de la politique, mais bon ça c'est en passant, mais on leur demande de venir avec une référence artistique et fictionnelle personnelle qui leur parle du sujet dont on va parler. Le travail, la mobilité, l'entreprise, etc. Au début, j'en ai pas. En fait, ils en ont toujours. Alors, il faut accepter que quand on dit une référence, c'est pas que de la grande culture. Ils viennent avec ce qui leur parle. Et d'un coup, quand la conversation qui s'établit, à partir de ça, à partir de la série, la BD, le bouquin, l'œuvre plastique, la pièce de théâtre, que les gens qui leur parlent du futur de l'entreprise, vous êtes en 5 minutes dans une conversation d'un groupe sur des perspectives, sur un mélange intrinsèquement humain de connaissances, expériences, valeurs, sensations, sentiments. Et les gens, vous êtes dans une conversation. Donc commencez par ça. Commencez à aller vous dire, mais moi, c'est quoi les références qui me parlent quand je réfléchis à ces sujets-là? Et éventuellement, parlez-vous ensemble de ces choses-là. Peut-être la deuxième chose, à nouveau, j'insiste sans arrêt sur cette idée qui est, il ne faut pas qu'on demande aux artistes, qu'on demande aux artistes de venir nous raconter des histoires, il faut qu'on demande aux artistes de nous aider à en raconter. C'est ce que je vous demande de faire. Voilà. Alors, vous n'êtes pas un artiste, mais il y a quand même quelque chose. Donc, de nous aider à en raconter. Et du coup, s'il y avait une chose qu'il fallait qu'on apprenne, et en tout cas, nous, on a appris que c'était ça qu'on devait faire dans nos ateliers, c'est de nous donner des contraintes narratives, d'apprendre des techniques, non pas de style, on ne devient pas tous un bon écrivain, mais on peut tous et toutes plus facilement apprendre comment se construit une histoire, comment on construit un personnage, comment on construit une situation, comment on commence à les faire interagir. Et être capable de commencer à construire une histoire, c'est être capable de commencer à se projeter, en fait. Et la meilleure idée à ce moment-là, c'est qu'on se projette soi dans cette histoire. Tu racontes un futur, tu fais quoi dans ce futur, toi? Et pas seulement d'ailleurs tu t'adaptes, il y a une question qui est l'adaptation, mais tu joues quel rôle dans le fait que ce futur advienne? Quand vous commencez, et c'est possible, des gens qui ont commencé par nous dire « j'ai pas d'imagination, je sais pas écrire, etc. » sont tous et toutes capables de faire ça. Notamment quand ils commencent à se projeter eux-mêmes ou elles-mêmes dans ces futurs-là. Donc, voilà. Ça produit quoi dans nos petites vies quotidiennes, ça? Outre le fait d'avoir réussi à pousser un petit curseur, qu'est-ce que ça a comme effet, comme battement d'aile du papillon? Il se passe quoi? Il y a une différence entre le futur me tombe sur la gueule, on verra bien ce qui se passe, et je me perçois comme étant capable d'agir sur le futur. Alors le futur, c'est pas d'agir sur je vais changer toute la société. C'est est-ce que je peux... C'est une capacité au sens vraiment pour moi Amartya Sen, c'est-à-dire est-ce que je peux concevoir de pouvoir faire changer des choses dans ma situation et dans mon environnement, et est-ce que je peux commencer à me mettre sur le chemin dans lequel j'essaye de faire que ça marche? Je ne peux pas savoir si ça va réussir. Mais si déjà j'ai cette capacité de me projeter en disant je pense que ceci pourrait être, et j'imagine les 2 premiers pas pour faire en sorte que ceci soit, je pense que fondamentalement votre situation dans la société et votre
perception des temps difficiles à venir change considérablement par rapport à l'idée on verra bien, de toute façon ça va me tomber dessus, de toute façon je suis trop petit et de toute façon j'ai pas d'imagination. Et en fait c'est pas vrai. Vous avez de l'imagination parce qu'on fonctionne tout le temps comme ça. Et l'anthropologue le dirait mieux que moi. On va y revenir, Étienne Klein, pour revenir à finalement le sens même de cette table et l'enjeu même de Génération Matrioshka, de ce qu'on tente de transmettre aux générations futures sur comment les aider et nous aider chacun à écrire une histoire autrement. Vous, de votre lecture, qu'est-ce que vous donneriez comme conclusion à ce temps d'échange de ce que vous portez, après tout. Je citerai Bergson qui disait que l'idée de futur est plus féconde que le futur lui-même. Ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut se donner l'idée du futur. La question de savoir si le futur existe ou pas est une question ouverte. Quand vous tracez l'axe du temps, vous avez l'instant présent qui est l'instant T. Est-ce que les instants qui suivent, qui sont ceux du futur, existent déjà quelque part ailleurs que là où vous êtes, ou est-ce qu'ils n'existent pas du tout? Ça, c'est une question dont on pourrait débattre longtemps. Et moi, je pense que notre responsabilité, c'est de trouver un moyen de concilier l'idée que le futur n'existe pas avec l'idée qu'il est déterminé. Ce qu'on appelle l'univers bloc en théorie de la relativité, avec l'idée que le futur est déjà complètement écrit. Ça, c'est la première façon de la comprendre. Et qui fait concurrence à l'idée que le futur, à l'heure où on parle, c'est encore le néant. Et il deviendra présent quand on sera arrivé jusqu'à lui. C'est de combiner les deux et de dire, premièrement, qu'il y aura un futur, et donc ne pas céder aux thèses collapsologiques qui nous promettent une fin du monde imminente. Il y aura un futur, premièrement, et de prendre du présentisme l'idée que le futur n'est pas complètement déterminé. C'est-à-dire qu'il y a place pour les projets, pour le désir, pour l'envie, pour l'imagination, en évitant quand même le délire. Il ne s'agit pas de penser l'utopie. Il s'agit quand même de penser un futur vers lequel on pense pouvoir aller. C'est-à-dire, on essaie de le penser à partir de ce qu'on désire, mais aussi à partir de ce qu'on sait. Et ce que vous avez dit tout à l'heure m'a plu, parce que je trouve qu'on est capable de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Il y a des choses qu'on sait, mais on n'y croit pas. Prenez les climatologues. Moi, je travaille au CEA. Il y a des climatologues qui travaillent dans le bâtiment à côté du mien. J'en connais beaucoup. Et en gros, ils disent la même chose depuis 30 ans. Ils précisent leur discours. Ils améliorent leurs analyses, leurs calculs, leurs simulations. Mais le gros du message est le même depuis 40 ans. Et regardez le temps qu'il a fallu pour les prendre au sérieux et abandonner les arguments de ceux qui laissaient entendre qu'il y avait des doutes, que ce n'était pas certain, que c'était des propos alimentés par je ne sais quel lobby, etc. Là, aujourd'hui, il semblerait qu'on ait compris la leçon, mais quel temps il a fallu, quoi. Malek Boukherchi, pour terminer tout ce qui vient d'être dit, on entendait au travers de ce qu'il disait Daniel Kaplan l'idée du chemin, d'une certaine façon, et au travers de ce que dit Étienne, c'est aussi de ça dont il est question. Quand, oui, le futur existe, mais en même temps, on peut agir sur son devenir, on est en chemin. Cette idée du chemin, et on va terminer sur votre vision à vous, de marcheur en chemin, comment vous abordez pas à pas le cheminement vers cet imaginaire, vers cet ailleurs, vers ce qu'on se fixe comme cap, en tous les cas Déjà juste peut-être revenir modestement sur les notions de temporalité. Et c'est intéressant parce que nous, les ultramarathoniens, on raisonne aussi sur le plan de la temporalité, sur l'espace et le temps. Alors il y a une grande différence entre les marathoniens, les ultra-trailers et les ultramarathoniens d'extrême. Les marathoniens et les ultra-trailers, ils sont dans le chronomètre. Ils courent toujours derrière un temps. Ils sont souvent obnubilés par le temps et ils traversent le temps. Et la première question qu'on va leur poser quand ils font une course, combien ? On ne leur demande pas par l'état émotionnel, raconte-moi l'histoire, par où tu es passé. On va juste leur demander combien.
Donc ils sont dans un temps déterminé, ils sont dans un temps régulier, ils sont dans la prévision, si je veux revenir avec les propos qui ont été tenus par Daniel. Parce que quand on est bien entraîné avec un coach, on va vous entraîner de manière précise et vous êtes capable de faire ce temps sur marathon à la seconde près. À l'inverse, nous les ultramarathoniens, on n'est pas dans la prévision, on est dans la prévoyance. On est dans le temps indéterminé, on est dans un temps stochastique, on est dans un temps irrégulier où rien ne se passe comme prévu. On traverse l'espace. Et que peut-être aujourd'hui l'enjeu, c'est pas de raisonner en termes de temps, c'est de raisonner en termes d'espace. Et l'espace, c'est le chemin. Ce qui compte, c'est pas forcément le point A ou le point B. Ce qui compte, et c'est ce qu'on dit nous les compteurs, entre le néant des origines et l'abîme de la destination, il y a un espace qui s'appelle vivre maintenant. Et on a tendance à oublier le vivre maintenant à force de faire trop de projections, à force d'aller trop vers l'ailleurs, alors qu'il y a un temps qui est là maintenant. Maintenant, comment on fait face à ce maintenant? Peut-être juste une histoire. Moi, je crois beaucoup en la force des histoires et je raisonne en histoire parce qu'elles ont le mérite de traduire l'essentiel inaperçu, de traduire le réel ou l'invisible. Et comme quoi les histoires, encore une fois, nous structurent. Il suffit juste de savoir aller les piocher, de les prendre, de les comprendre, pour pouvoir modeler l'argile des mots dans ses pleins et déliés et faire advenir le juste, le beau et le digne. Et on recherche tous de la justesse, de la beauté et de la dignité. Et que peut-être notre jeunesse est en quête de ces trois éléments, de ces ingrédients structurels. Et que peut-être pour faire face au monde indéterminé, faire face à ces incertitudes, faire face à ces questionnements, moi je garde en mémoire, il y a une très belle histoire de la tradition du 14e, 15e siècle. On est à l'époque de Miyamoto Mizushi, qui est le plus grand samouraï qui existait, en tout cas au Japon, 1584-1645. C'est la période de D'Artagnan, si vous voulez. Il a perdu aucun de ses combats et il a eu plein de disciples. Des gens qui ont suivi la voie du samouraï, cette capacité, cette voie droite pour pouvoir faire face. Et l'histoire nous dit qu'un de ses disciples, bien des années après, 2 générations après, Lu Chen, est devenu le plus grand samouraï à l'époque du Japon. Fils de samouraï, arrière-petit-fils de samouraï, et il a gagné tous ses combats. Et il est fier, et il est heureux. Et hélas, il commence à perdre l'humour, il commence à perdre la légèreté, il commence à perdre la simplicité. L'orgueil est en train de le tuer progressivement parce qu'il se place au-dessus des gens. Et sa mère est déçue du comportement de son fils. Elle ne comprend pas. En tant que samouraï, il est là pour respecter la tradition et la modernité. Et comme il est devenu pratiquement invincible, il se place au-dessus des gens. Alors sa mère a une astuce. Elle va voir son fils, elle est au crépuscule de sa vie, et elle lui dit « Mon fils, je vais bientôt partir. Il faudra aller honorer l'ermite de la montagne. Va le voir et va faire bien sûr des libations, va faire des dons pour que mon âme puisse traverser l'ailleurs de manière la plus sereine qui soit. » Son fils, le plus grand samouraï du Japon, lui dit « Mais tu veux que j'aille voir ce pauvre clochard, là-bas, là-haut? Moi, le plus grand samouraï, c'est pour ma mère. C'est pour moi, dit la mère. Fais-le pour moi, c'est pas pour toi. » Alors il y va, à regret, en se disant « Bon, je vais faire les libations, et une fois que c'est fait, je vais retrouver mon dojo et je vais retrouver bien sûr ma place dans la société. » Et quand il rencontre cet ermite, cet anachorète de la montagne, eh bien il est charmé par la force du silence. Il est charmé par sa présence silencieuse agissante. Il est charmé par son regard silencieux, par son rire jubilatoire, par sa parole puissante. Et il reste 2 jours, 5 jours, 7 jours. Et à la fin, l'ermite lui dit « Maintenant tu as compris, si tu veux retrouver la voie droite, va gravir la montagne rouge et là-haut te sera révélé les moyens pour faire face à un monde compliqué. » Alors, il décide d'aller à la montagne rouge et il traverse la forêt épaisse et il laisse sa force inégalable. Il franchit le fleuve impétueux et il laisse son énergie inépuisable. Et il gravit la montagne rouge et il laisse sa rudesse ineffable. Là-haut, sur la montagne, balayée par les vents, il n'y a rien. Et il ne comprend pas. Il y a juste des pierres, balayées par le vent. Et il se dit, mais pourquoi je suis venu là? Toutes ces épreuves pour ça. Donc il traverse le monticule, cette montagne là-haut, et à un moment donné, il voit une fleur qui pousse au milieu du néant. Cette force de vie qui nargue la mort. Une fleur. Et donc il s'approche de la fleur et il se rappelle des propos de l'anachorète, de l'ermite de la montagne qui lui disait
C'est sans nul doute le monde des fleurs qui manifeste le mieux la beauté ici-bas sur Terre. Terriblement précaire, infiniment désirable, monde du souffle passant, le bruissement et la force toujours présente. Alors il regarde la fleur, et en regardant la fleur, lorsqu'il s'agenouille, il comprend, de par sa tige haute, sa vulnérabilité, de par ses pétales douces, la douceur, et de par sa danse aérienne, la légèreté. Fort de ces trois armes, vulnérabilité, légèreté, douceur, il est prêt à faire face au monde qui vient. Merci. Merci infiniment Malek Boukherchi, merci à vous Fabrice Bonifay, merci Daniel Kaplan, merci beaucoup Étienne Klein, merci d'avoir ouvert nos imaginaires décloisonnés. Dans un instant, il y a une table chantée. L'avenir, c'est plus marrant en chantant. C'est animé par Sophie Delassin. Il y a la grande Sophie. Il y a Clou. Il y a Maud Lubeck qui vont venir nous permettre de chanter la transmission aussi. Et demain, on se retrouvera à 14 h pour la valeur d'un autre monde. On parlera numérique, on parlera métavers. Il y aura aussi tout un temps d'échange sur la valeur de la planète, combien ça coûte, la valeur du vivant. Alors j'espère que vous allez nous accompagner dans tous ce beau voyage, sans oublier tous les ateliers. Merci à vous et puis à tout à l'heure. À bientôt. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Matrioche.